Et si, en une nuit, un simple geste pouvait paralyser tout un continent? Imaginez, à l'aube, le gaz russe s'arrête net à la frontière biélorusse. Sur les écrans des opérateurs, la pression s'effondre, les flux disparaissent. Dans les ministères, aucun mot, aucun communiqué. Juste un silence pesant, brisé par la rumeur grandissante sur les réseaux sociaux. Autour des centrales et des stations de compression, des camions militaires surgissent, immobiles, leurs moteurs tournant au ralenti dans le froid du petit matin. Qui commande? Que protège-t-il? Les questions fusent, les réponses manquent. L'Europe retient son souffle, suspendue à l'incompréhension générale. En quelques heures, la panique gagne Paris, Berlin, Rome. Les marchés s'affolent, le prix du gaz explose, grimpant en quelques instants. Les médias répètent un seul mot, crise. Aucune solution n'émerge, la confusion domine. Dans les salons, l'angoisse monte. Que faire si le gaz ne revient pas? Ce n'est plus seulement une histoire de chauffage ou de lumière, mais de survie économique, de souveraineté politique, de sécurité au quotidien. Derrière chaque vanne fermée, il y a des milliards d'euros en jeu, des emplois suspendus, et la peur d'un avenir hors de contrôle. Ignorer, c'est subir. Ne rien comprendre, c'est risquer la paralysie, alors que la crise menace tout, notre confort, notre économie, notre indépendance. Ce qui se joue, ce n'est pas la simple pénurie, mais le pouvoir détenu par ceux qui contrôlent le flux, loin de nos frontières. Comment a-t-on pu en arriver là? Il est temps de dévoiler les coulisses de cette crise sans précédent. Pour comprendre cette crise, il faut remonter aux racines de la dépendance européenne au gaz russe. C'est un piège forgé par des décennies de choix politiques et d'alliances fluctuantes. Depuis plus d'un demi-siècle, l'Europe s'imaginait à l'abri des pénuries. Des contrats à long terme, signés entre Moscou et les grandes capitales européennes dès les années 70, ont tissé au fil des ans une toile invisible de dépendance. Cette confiance réciproque reposait sur un pacte tacite, le gaz contre la stabilité. Mais cette certitude s'est fissurée brutalement cet automne. Un simple tuyau enterré sous la plaine biélorusse a suffi à ébranler tout un continent. En quelques heures, le transit du gaz russe par la Biélorussie s'est arrêté net, coupant une artère vitale. Derrière ce geste apparemment technique, Bruxelles, Berlin et Paris ont ressenti la secousse d'un séisme silencieux. Les premiers signaux étaient déjà là. Débat houleux sur de nouvelles sanctions, graphiques alarmants affichant la chute de la pression dans les gazoducs. Le moindre mot lâché en public, la moindre fuite, ravivait la peur d'une rupture brutale. Ici, chaque déclaration pesait lourd, car derrière les chiffres, c'est tout l'équilibre du continent qui vacillait. Aucun pays n'est vraiment protégé. Le réseau européen, tissé au fil des décennies, a engendré une dépendance mutuelle. La sécurité d'un État dépend désormais des choix de ses voisins. L'Allemagne, modèle de transition énergétique, reste suspendue au bon vouloir du flux venu de l'Est. Même la France, forte de son nucléaire, ne peut ignorer le gaz qui chauffe ses villes et fait tourner ses usines. Prenons un exemple concret. En France, près de 20% de la consommation d'énergie provient du gaz. Cela signifie que, malgré le parc nucléaire, chaque rupture de livraison se traduit par des difficultés immédiates dans l'industrie chimique, le chauffage urbain ou même l'approvisionnement des boulangeries, grandes consommatrices d'énergie pour leurs fours. En Allemagne, la dépendance est encore plus marquée. Plus de 40% du gaz utilisé provient de Russie, un chiffre qui expose massivement l'économie allemande aux aléas géopolitiques. Mais sous chaque vanne et chaque station de compression, une ligne de front invisible traverse l'Europe. Les intérêts nationaux s'en mêlent aux rivalités de puissance. Le gaz n'est plus une simple ressource, il devient une arme feutrée. La moindre livraison différée, la plus petite coupure, menace des millions de foyers. Revenons à la crise de l'hiver 1979. Déjà, l'Europe avait connu une alerte lorsque l'Union soviétique avait suspendu brièvement ses livraisons pour protester contre la politique américaine. À l'époque, les écoles avaient fermé par manque de chauffage en Italie, les usines tournaient au ralenti en Allemagne et la France avait dû puiser dans ses rares réserves. Cette histoire montre comme la dépendance énergétique peut devenir, en quelques jours, un levier de pression. Oublier ce lien intime entre politique et énergie, c'est s'exposer à un choc brutal. Factures multipliées, chauffage rationné, emploi menacé, tout se joue loin des regards, dans des bureaux où les décisions pèsent donc des milliards d'euros et peuvent plonger des familles entières dans le froid. L'Europe voulait croire qu'elle contrôlait son destin énergétique. Mais la crise qui s'annonce dévoile une autre vérité. Désormais, chaque incident, chaque bras de fer, peut suffire à faire chavirer l'ensemble du continent.
Mais comment cette vulnérabilité s'est-elle installée et pourquoi l'Europe n'a-t-elle pas su s'en prémunir? Pour comprendre, il faut remonter le fil d'une dépendance patiemment tissée, des années plus tôt. La question n'est plus technique. Ici, le gaz devient une arme. Qui contrôle vraiment le robinet? Qui décide du froid, de la chaleur, du rythme de la vie en Europe? L'arrêt du transit n'est pas un accident. L'ordre vient de Moscou, exécuté sans préavis à Minsk. Aucune explication, aucun avertissement. L'Europe s'éveille soudain, saisissant que sa sécurité énergétique tient au bon vouloir d'un seul joueur. Dans cette crise opaque, silence radio. Aucun responsable ne parle, les déclarations s'opposent. Moscou accuse l'Europe de provocation, Minsk se dit pris en otage, Bruxelles patine pour comprendre. La vérité devient insaisissable, et c'est le but recherché. Face au vide, l'Europe s'agite. Réunions de crise, négociations à toute vitesse, menaces à mots couverts, appels en boucle vers Moscou. Rien ne bouge. Les discussions s'enlisent, les promesses s'évanouissent. L'Union européenne se découvre piégée, vulnérable, dépendante. Au loin, de l'autre côté de l'Atlantique, Washington s'invite. Les États-Unis promettent leur aide, vendent leur gaz naturel liquéfié. Mais leurs intérêts passent avant tout. L'Amérique veut profiter de la crise, renforcer sa position sur le marché européen, tout en gardant le flou sur la rapidité et la quantité de ses livraisons. Pour illustrer, souvenons-nous de la crise de 2008, lorsque l'Ukraine et la Russie se sont affrontées sur les tarifs du gaz. L'Europe avait déjà subi une coupure majeure, plongeant plusieurs pays dans l'incertitude. À l'époque, la Slovaquie avait dû rationner le chauffage, la Bulgarie avait vu ses écoles fermées, et en Grèce, les industries avaient arrêté leur production en plein hiver. Ce n'était pas qu'une question de politique, c'était une question de vie quotidienne, de survie même pour certains. Les marchés paniquent, les prix du gaz s'enflamment, la volatilité gagne toutes les bourses. Dans les rues de Paris, Berlin, Varsovie, la peur s'installe. File devant les magasins de chauffage, ruée sur les générateurs, inquiétude palpable dans chaque famille. La crise n'est plus abstraite, elle frappe à la porte de chaque foyer. Chaque journée sans gaz coûte des millions d'euros à l'économie. Des usines menacent de s'arrêter, des emplois vacillent, des gouvernements tremblent. À mesure que la tension grimpe, le spectre d'une crise plus vaste s'approche. La guerre énergétique ne fait pas de bruit de bottes, mais elle pourrait bouleverser l'équilibre des puissances en Europe. Mais derrière ces jeux de pouvoir, ce sont des vies ordinaires qui vacillent. L'hiver approche et pour beaucoup, l'incertitude devient insupportable. Et si cette crise n'était qu'un prélude? Sous les gros titres et les images de files d'attente aux stations-service, un bouleversement silencieux s'étend. L'Europe découvre, douloureusement, une dépendance qu'elle pensait maîtriser, mais qui, soudain, l'étrangle. À Bruxelles, l'Union européenne s'enlise. Chaque capitale défend ses propres stocks, sacrifiant la solidarité au profit de sa survie immédiate. Dans l'ombre, les réunions se multiplient. Relancer le charbon, supplier d'autres fournisseurs, imposer des quotas. Mais la réalité frappe. Aucune solution miracle, aucune échappatoire rapide. Moscou, elle, fait planer la menace d'un nouveau blocage. À demi-mot, le Kremlin laisse filtrer ses exigences, transformant le gaz en levier géopolitique. Chaque soupape, chaque vanne devient une arme pointée sur l'Europe, chaque hésitation calculée pour semer la discorde et accroître la pression. Prise en étau, la Biélorussie navigue entre obéissance forcée et impuissance. Ni simple relais, ni véritable acteur, elle sert de pion dans une partie qui la dépasse. À Minsk, l'incertitude domine. Les dirigeants tentent de composer avec les ordres venus de Moscou, tout en redoutant les représailles occidentales. Le moindre faux pas pourrait faire d'eux la prochaine victime du bras de fer énergétique. De l'autre côté de l'Atlantique, les États-Unis orchestrent la narration. Les écrans se couvrent d'analyses, les promesses d'aide pleuvent. Pourtant, derrière les discours, la réalité est lente. Acheminer du gaz naturel liquéfié prend des semaines, la logistique se complique à chaque étape. Pour l'instant, l'Amérique observe, calcule ses intérêts, hésitant à s'impliquer plus avant. Peu à peu, le gaz s'érige en nouvelle monnaie d'échange. Pour assouplir une sanction, pour obtenir une faveur, il devient la clé de toutes les tractations ou l'instrument d'un chantage discret. Dans les couloirs feutrés du pouvoir, tout se négocie désormais sur fond de pression énergétique, chaque parole pesant le prix du prochain hiver. Le danger ? S'habituer à cette dépendance, croire qu'elle est tolérable tant que le chauffage fonctionne, tant que les lumières restent allumées. Mais accepter cette tutelle, c'est renoncer à la maîtrise de sa destinée. C'est risquer de voir son économie, ses valeurs, son mode de vie menacés, hiver après hiver, au gré de décisions venues d'ailleurs. Pourtant, cette crise n'est pas qu'un signal d'alarme. Elle met à nu les failles, oblige à regarder en face l'urgence des choix.
L'Europe, dos au mur devant le robinet du gaz, peut-elle transformer cette épreuve en renaissance? Face au froid, à la peur et à l'incertitude, l'Europe doit décider, subir ou agir. Mais à quel prix et avec quelles conséquences? Derrière chaque crise se cache une leçon essentielle, ne jamais se croire à l'abri ni intouchable. Si l'automne dernier a frappé si fort, c'est parce que l'Europe s'est crue protégée par ses propres illusions. L'indépendance énergétique ne se décrète pas d'une plume ni d'un discours. Elle se façonne dans la durée, avec patience, diversification, sobriété, et, plus encore, par l'audace d'innover. Pour résister au prochain choc, il faudra multiplier les sources, consommer moins, mais surtout consommer autrement. C'est le seul moyen de ne plus rester piégé par les caprices d'une poignée de fournisseurs. L'énergie n'est plus un simple rouage économique, c'est un levier stratégique, un enjeu de survie. Ce devoir n'incombe plus seulement aux États. Chaque foyer, chaque entreprise doit comprendre que chauffer une pièce, faire tourner une machine, ce n'est plus un automatisme. Derrière chaque interrupteur, chaque chaudière, se cache une chaîne fragile où la moindre rupture peut emporter tout le reste. À l'échelle du continent, une évidence s'impose. La transparence et la solidarité ne sont plus des options. Les tractations secrètes, les coups de fil nocturnes appartiennent à un autre âge. Désormais, il faut partager les risques, organiser la répartition et surtout rendre des comptes aux citoyens. Personne ne pourra s'en sortir seul, aussi puissant soit-il. Mais la vigilance ne doit pas rester l'affaire des seuls dirigeants. Comme citoyens, nous avons le devoir d'exiger des comptes, de demander qui décide du mix énergétique, quel contrat engage notre avenir. L'opacité affaiblit l'ensemble du système, la clarté, elle, protège chacun d'entre nous. Ignorer les leçons de cette crise, ce serait condamner l'Europe à rejouer ce cauchemar. Les factures pourraient en s'envoler, l'industrie vaciller et la vulnérabilité politique s'installer durablement. Alors comment reprendre la main sans attendre la prochaine tempête? Le temps n'est plus aux promesses mais aux actes. Explorer les pistes concrètes devient vital pour regagner le contrôle de notre destin énergétique. Prenons des exemples de mesures immédiates. D'abord, la diversification des sources, investir massivement dans le gaz naturel liquéfié, renforcer les terminaux en Espagne et en Italie, multiplier les contrats avec la Norvège, l'Algérie et le Qatar. Ensuite, accélérer la transition énergétique, soutenir financièrement l'installation de pompes à chaleur, encourager la rénovation thermique des bâtiments et favoriser l'autoproduction d'électricité grâce au solaire et à l'éolien. Les Pays-Bas, par exemple, ont lancé un vaste programme d'isolation thermique qui a permis de réduire de 20% leur consommation de gaz en 5 ans. L'Allemagne, de son côté, investit des milliards d'euros dans l'hydrogène vert, misant sur cette technologie pour se libérer du joug des énergies fossiles. Au niveau individuel, chaque geste compte. Baisser de 2 degrés le chauffage, privilégier les transports en commun, opter pour des équipements moins énergivores ou encore retarder le lancement du lave-linge aux heures creuses. Dans certains quartiers de Vienne, des initiatives citoyennes ont permis, grâce à la mutualisation des ressources et la création de communautés énergétiques, de garantir la chaleur à tous les habitants même lors des pics de demande. En parallèle, une réforme en profondeur des marchés de l'énergie s'impose. Il est impératif d'instaurer une véritable transparence sur les stocks, d'interdire les clauses de secrète dans les contrats d'approvisionnement et de développer des mécanismes de solidarité entre États membres. L'Union européenne doit créer un bouclier énergétique commun, capable d'absorber les chocs et de répartir équitablement les ressources lors des crises. Les leçons du passé sont précieuses. En 2019, lors d'une crise énergétique en Turquie, la mise en place d'un système d'alerte précoce entre fournisseurs et consommateurs a permis d'éviter la paralysie totale. En Europe, des exercices de simulation de rupture de gaz sont désormais organisés chaque année, mais ils restent insuffisants tant que la coordination réelle fait défaut. Au-delà de la technique et de la politique, il y a la question de la confiance entre les peuples. Retrouver l'esprit de solidarité qui avait permis, lors de la grande canicule de 2003, d'organiser des réseaux d'entraide pour les plus fragiles. Car la prochaine crise énergétique ne sera pas qu'une affaire de gouvernement. Elle touchera les écoles, les hôpitaux, les quartiers entiers. Préparer la résilience, c'est aussi former les citoyens, développer des plans d'urgence locaux, favoriser l'autonomie des territoires. Enfin, il ne faut pas négliger la diplomatie. L'Europe doit dialoguer, même avec ses adversaires, pour garantir des corridors énergétiques sûrs, favoriser les négociations multilatérales, impliquer les organisations internationales et envisager des arbitrages neutres en cas de litige. La paix énergétique se construit, elle ne s'impose pas. L'avenir de notre hiver ne se joue pas dans la chaleur de nos salons, mais bien loin de là, à huis clos.
Tandis que nous ajustons nos thermostats et surveillons nos factures, le destin énergétique d'un continent entier se décide sans témoin. À Paris comme à Varsovie, chacun doit affronter cette évidence. Le gaz est devenu un levier de pouvoir. Jadis synonyme de confort, il s'est transformé en arme dans une partie d'échecs où l'Europe avance à découvert, exposée à chaque coup. Faut-il céder à la peur ou se laisser bercer par les fausses assurances? Ni l'un ni l'autre. Refuser les illusions, c'est reconnaître que chaque crise met à nu notre dépendance et dévoile la fragilité de nos réponses précipitées. Aucun discours rassurant, aucun expert, aucun politique ne détient aujourd'hui de solution miracle. Le choix est abrupt, subir l'histoire ou la forcer. Attendre, espérer une résolution miraculeuse, revient à accepter que le prix de votre chauffage double, que votre emploi vacille et que la sécurité de votre foyer soit dictée par des intérêts lointains. La sécurité énergétique ne se décrète pas. Elle se bâtit jour après jour par des décisions courageuses et des gestes concrets, même modestes. Les mois à venir testeront non seulement la solidité de nos réseaux, mais aussi notre capacité collective à rompre avec le confort des habitudes. Ce n'est ni un jeu ni une fatalité, c'est un signal d'alarme, un appel à la vigilance et à l'action, ici et maintenant. Refusons de laisser d'autres décider seuls du coût et du sens de nos hivers. Car si nous fermons les yeux aujourd'hui, demain nous comprendrons, à nos dépens, que la plus grande crise n'est pas celle du gaz, mais celle de notre volonté. Aujourd'hui, l'Europe se trouve à la croisée des chemins. Soit elle prend la mesure du défi, transforme cette épreuve en opportunité et bâtit une indépendance réelle fondée sur l'innovation, l'efficacité et la solidarité. Soit elle se contente de colmater les brèches, restant prisonnière des chantages et des crises à répétition. L'histoire montre que les plus grandes transformations naissent dans les moments de désespoir apparent. Après la Seconde Guerre mondiale, l'Europe a construit le marché commun, jetant les bases de la paix et de la prospérité. Après la crise pétrolière de 1973, elle a investi dans le nucléaire, réduisant sa vulnérabilité au pétrole. Aujourd'hui, la transition vers les renouvelables et la gestion intelligente de l'énergie offrent une nouvelle chance de s'émanciper. Alors, que restera-t-il de cette nuit où le gaz s'est arrêté? Peut-être, au-delà de la peur et du chaos, la naissance d'une conscience nouvelle. Une prise de conscience que notre confort n'est jamais acquis, que la liberté se cultive et que l'avenir se construit chaque jour par nos choix collectifs. Face à la crise, la question n'est plus de savoir si elle reviendra, mais quand et comment nous y répondrons. L'Europe saura-t-elle relever le défi? La réponse appartient à chacun de nous.